Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, à la place hip-hop, et je reçois Lostika, a.k.a. Loso. Loso, comment ça va? Ça va, Shorty? Ça va. Tranquille. Je suis très content de te recevoir. On a parlé depuis un moment de faire cette interview. On voulait la faire en Guyane. Ouais, c'est vrai. Malheureusement, on ne sait pas à quel moment on pourra, donc on a profité de l'occasion. Franchement, merci de me recevoir déjà. Avec plaisir. Et tu es guyanais, réalisateur, organisateur d'événements, producteur. Tu es également à la tête de Setup News actuellement. Ouais. Mais avant qu'on parle un peu de tous ces aspects de ta carrière, longue carrière, je voulais qu'on revienne au tout début. Moi, je sais que c'est par la culture hip-hop. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter à quel moment tu as découvert ça? Ouais, ben, déjà, ouais, t'as bien commencé. Ouais. C'est vraiment la culture hip-hop qui m'a fait, quoi. Tu vois, l'école de... Avec peu de choses, on peut faire grand, quoi, en fait. Et comment j'ai découvert ça? J'ai envie de dire, ça... En fait, c'est des grands cousins qui étaient partis aux États-Unis avec ma grand-mère, parce que ma grand-mère est anglophone. Ok. Et ils reviennent de leurs vacances avec un vinyle. Et là, ben, on découvre le rap. Et en même temps, il y a HIP HOP à la télé. Donc, c'est comme ça que je découvre le rap, quoi, en fait. Tu te rappelles, c'était quel vinyle? C'était The Message, carrément. Ok. Et je l'ai toujours, le vinyle. Ok, ça trahit un peu ton âge. Hein. Exactement. Si tu te demandes quel âge j'ai, ben, je suis de l'époque où il n'y avait qu'une seule chaîne à la télé. Ok. Et donc, tu as un peu parlé, la culture hip-hop, c'est faire beaucoup, c'est aussi faire soi-même. Ouais. À quel moment tu deviens du coup un acteur de cette culture? À quel moment? Bon, déjà, quand je suis plus jeune au collège, on rappe comme ça, on fait des chansons engagées, on fait des petits sons et tout. Mais on va dire que si ouais, la première pierre vraiment qui compte, c'est quand je fais la première mixtape en Guyane en 99, en fait. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ce projet-là? Tu as dit c'est la première mixtape de rap en Guyane. Mais comment c'était à ce moment-là d'être un passionné de hip-hop, de rap? Comment ça se passait pour avoir les sons? Et qu'est-ce qui t'a motivé à faire la mixtape? On va dire que la mixtape, c'est un aboutissement de plusieurs années rap, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'en Guyane, déjà, ça freestylait dans les radios, création de groupes, création de collectifs. Et puis moi, par rapport à certains, je suis parti faire mon lycée en France. Et quand j'arrive en France, c'est l'avènement des mixtapes, des Posca, des Cut Killer. En fait, je découvre que nous-mêmes qui attendons que des producteurs puissent nous dire « ouais, on va en studio et tout », ben, y a des gens qui s'organisent en mixtape, qui font leur truc eux-mêmes, qui vont prendre des phases B, puisqu'à l'époque, chaque single qui sort, il y a un instrumental. Et moi, je ramène ça en Guyane, en fait. Et on connaissait déjà des mixtapes de par certaines personnes qui partaient en voyage, qui ramenaient des cassettes. C'est un petit peu tout ce que tout le monde a vécu en Martinique, Guadeloupe, Guyane. C'est des gens qui partent à Paris ou qui sont en vacances au pays, qui ramènent de la musique, en fait. Et on connaissait déjà le concept. Et vu que j'étais au lycée à Paris, je connaissais des gens qui avaient un peu des studios, qui s'organisaient, ben, j'ai voulu faire la même chose en Guyane et on s'est lancé. Ok. Et tu nous as parlé de la première compilation. Est-ce que tu peux nous citer des noms et nous parler un peu de l'accueil qui avait été fait autour de cette mixtape? Alors cette mixtape-là, ça s'appelait Zotman Del Mali. Et elle a pu se faire uniquement parce que j'ai tapé à la porte d'un producteur de la place qui s'appelle Émile Sibrilus, qui est voilà, un grand musicien qui avait son studio et tout. Et il travaillait avec un ingénieur son qui s'appelle Tchèque, Fabrice Juste, justement qui travaille à Guyane la Première, qui est bien placé d'ailleurs de nos jours. Donc le temps est passé et quand j'ai amené mon projet, ils m'ont dit bah, « ok, vas-y, on t'ouvre le studio. Comme ça, tu fais ton truc. » Donc ça a pu être réalisé que grâce à ça. Quoi. Ok, donc c'était un bon studio, quoi. C'était pas des mecs qui avaient enregistré leur son chez eux. On n'était même pas à l'avènement du home studio. D'accord. Il fallait un studio, forcément. Ok. Et du coup, voilà, j'ai fait ma pochette, réuni les gens. À l'époque de chanteurs, il y avait un groupe qui s'appelait Damaniac, qui est le groupe précurseur de dancehall en Guyane. Des chanteurs comme Doug, plein de rappeurs
de l'époque, en fait, hein, qui peut-être pas nécessairement continuer la musique et tout, mais c'était ça l'objectif. Et j'ai envie de te dire, on était à l'époque du franc. Donc c'était 50 francs la mixtape et tout. C'était T'as un la dernière. chiffre, tu te rappelles combien t'en avais pressé ou vendu? Alors déjà, ouais, c'était des pressages, tu connais, le pressage artisanal, mais ouais, il devait en avoir 200 ou 300, un truc comme ça, pas plus. Et est-ce que ça fait office de classique? Est-ce que c'est quelque chose qui est connu aujourd'hui en Guyane? Alors, je sais pas si c'est connu parce qu'on n'a pas souvent des interviews pour revenir là-dessus, mais ça a marqué les esprits des gens qui étaient là de l'époque et ça a suscité l'envie à d'autres de lancer leur propre mixtape et tout. Et implicitement ou inconsciemment, ben, ça a créé un mouvement. Et c'est ça qui a fait que, après, je suis arrivé sur BHP. C'est ça qui a fait qu'après, en fait, sans pour autant dire, ah oui, c'est moi qui ai mis le tampon, c'est juste que ça a lancé quelque chose. Ça a fait la dynamique, participer à la Voilà, dynamique. j'ai mis une pierre à l'édifice et c'est ce qui a fait que, bon, ben, après, le mouvement hip-hop, c'est-à-dire que ça a suscité des interviews, des prestations d'artistes et tout. Okay. Et chacun, après, est venu à faire sa propre mixtape. On était de l'époque les street albums. Ah ben, tout ça, ça a suivi, en fait. Ok. Voilà. Et tu étais parti faire les études, et c'est quoi? C'est après le bac, tu es revenu? C'est pendant la scolarité? Ouais, pendant ma scolarité, pendant mes années lycée, je crois que... Ouais, c'est après le bac, ouais, c'est ça, c'est après le bac. Ça. Après le bac. Et en Guadeloupe, quand je parle avec les artistes qui étaient là à l'époque, ils disent beaucoup que la culture est arrivée par la danse. Est-ce qu'en Guyane, ça a été pareil? En Guyane, oui, il y a eu la danse, il y a eu les films, mais il y a eu beaucoup... HIP, HOP, ça a marqué les gens. Hein. Et ensuite, j'ai envie de te dire que quand même, la Guyane, c'est le pays du dancehall, quand même. Le dancehall, le reggae. Donc du coup, tu écoutes toutes sortes de musiques comme ça. Mais il y a eu HIP, HOP, mais il y a eu surtout le fait qu'à un moment donné, on avait des chaînes pirates, des chaînes privées, qui en fait carrément retransmettaient les émissions de BET, de Rap City. Et avant de partir au lycée, quand même, ma vie, c'était quand je rentre de l'école, je regarde Le Prince de Bel-Air, je regarde Rap City, et voilà, j'ai fait ma journée, quoi. Tu commences à citer un peu les films. Et bah, c'est une partie importante de ta carrière, tu es réalisateur. Ouais. Je crois savoir que tu as commencé par les courts-métrages. Et c'était quoi le lien du coup et comment c'est arrivé? Mais justement, le lien déjà pour arriver à la mixtape, c'est que moi je rappais. Donc déjà j'ai rappé, voilà, j'ai fait mes sons, il n'y a rien sur YouTube, c'est cool. C'est pas la peine de chercher. Mais je rappais, tranquille. Et après, le truc c'est que moi quand même, avant d'arriver au cinéma, à l'audiovisuel, j'avais envie de faire des études de pharmacie, des trucs comme ça, parce que ma mère est pharmacienne. Et vu que ça n'avait pas abouti, je cherchais qu'est-ce que je pouvais faire. Je n'avais pas envie de faire un truc dans les métiers de médicaux. Et j'avais un ami qui faisait du cinéma. Donc j'ai vu qu'en fait, on pouvait aller dans une école de cinéma. Et en même temps, comme je rappais, je chantais et tout, donc il y a eu l'univers du clip qui m'a happé. Mais ce qui m'a vraiment lancé, c'est que déjà jeune, à l'âge de 13 ans, j'avais déjà une caméra. Je faisais déjà des petites vidéos, des petits spots, des parodies. Et le fait d'arriver en France m'a fait... Tu sais, quand tu arrives en France, c'est là que tu apprends que tu es noir, en fait. Parce que tant qu'on est au pays, on est entre nous. Ouais. Mais quand tu arrives là-bas, tu entends les mots black, tu entends les ceci, et tu découvres une autre partie de ton histoire, comme beaucoup d'entre nous, on découvre des Cheikh Anta Diop, des trucs comme ça. Et ça a fait un croisement avec le cinéma où j'ai senti une espèce de vocation, d'envie de mettre des acteurs noirs au cinéma, des scénarios qui nous concernent. Très tôt, voilà, tu vois. Tu as été sensibilisé quoi, à ça? Par rapport à ça, et ça a été ce sur quoi je me suis accroché jusqu'à présent. Et c'est pour ça que je me suis engouffré dans le cinéma. Ok. Voilà. Et comment ça s'est du coup manifesté? Tu t'es inscrit en école de cinéma? Alors, déjà, les études de cinéma, c'est des études coûteuses. Donc, c'est vraiment par le soutien de mes parents que j'ai pu dire que ouais, je vais m'inscrire dans une école de cinéma. D'ailleurs, c'était une école qui s'appelle l'ESRA, j'ai commencé avec l'ESRA. Et c'est là où mon pote, lui, que j'avais rencontré, il était dans cette école-là. Okay. J'en ai parlé à mes parents, tout ça et tout. C'est passé comment? Ça s'est bien passé, voilà, c'est ça qui était cool, parce que bon, peut-être que ma mère et mon père, ils ont une petite âme artistique, même s'ils n'ont rien à voir avec ça.
Et ben voilà, ils m'ont soutenu dans le projet. Et puis après, le moment déclencheur, c'était le fait que j'avais une caméra à moi. Et là, ben, ça a tout lancé en fait. Ok. Par la suite, tu m'as déjà évoqué, tu as rencontré JP Zadi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ça et ce que ça t'a apporté comme expérience? Alors avant que je rencontre JP, bon, j'ai tout un... Ouais, je commence déjà à faire des clips. Ah, t'avais déjà fait, ok. Voilà, je commence déjà à clipper pour les Mighty Killa, D'accord, les c'était artistes avant C'est en même temps. Ok. Pratiquement en même temps. C'est pratiquement en même temps. Et surtout, je commençais à rencontrer des producteurs. Ben justement, Mighty Killa, c'est surtout un ami d'enfance. C'est le premier clip que tu as fait, c'est Mighty Killa? Ouais, c'est le tout premier. Il y avait un autre avant, pour un groupe de reggae qui s'appelle Reggaematic, mais on va dire antillais, qui commence à marcher. C'est avec Mighty. Et Mighty, à l'époque, il était produit par Kid Killa. Et à cette époque-là, bon, j'ai un entourage qui est quand même dans la musique. Je fréquente des musiciens. J'ai rencontré Olivier, que tu connais, qui est manager, qui est dans la musique et tout, et qui travaille avec Jamadom à cette époque-là. Et donc, du coup, ça vient comme ça. Et j'ai un rendez-vous un jour au studio de Kid Killa. C'était du côté de Porte de Bagnolet. Et en fait, JP, lui aussi, il avait rendez-vous avec eux parce qu'il sortait un DVD qui s'appelait les Holoback. C'était sur le rap. D'accord. Et on se rend compte dans le couloir. Après, il prend le bus. Je prends le bus avec lui. Et puis, il me dit, ah ouais, est-ce que tu as une caméra? Est-ce que tu sais faire ci? Ouais, je voudrais bien... Il me dit qu'il voudrait bien faire un film et tout. Puis je lui dis, ouais, comment ça se passe? Et l'amitié commence là et on se lâche pas, quoi, en fait. Et en termes de clips même, est-ce que c'était déjà numérique? Est-ce que c'était des montages beaucoup plus compliqués? C'était les cassettes, tout ça? Comment ça se passait? Alors, j'ai un certain âge, mais pas autant, tu vois. Mais en termes de clip, c'est vrai que j'arrive dans l'ère du DV. Okay. Et qui fait que... et tout de suite après, viennent les appareils photo qui font caméra. D'accord. Et donc, j'arrive en même temps que... Voilà, j'ai envie de citer... C'est-à-dire qu'avant, tu as les clips qui se font que en pellicule, en grosse caméra bêta et tout. Et moi, je suis de l'avènement du DV où tout est moins cher, mais avec une qualité visuelle qui est indéniable. Et là, ben, ça divise les prix aussi des budgets. Et c'est comme ça que D'accord. ça y va. Et alors, moi, je sais, du coup, tu as travaillé beaucoup avec Pompis. Je sais que tu as travaillé aussi avec toute une scène un peu... je sais pas négatif, mais underground en Guyane. Ouais. Je sais aussi que tu as pu clipper pour Tiwoni, Admiral. Chris. Chris aussi. Ouais. Comment ça s'est passé le développement et les différentes étapes pour concrétiser? Déjà, c'est vrai que bon, j'habitais en France déjà de base, mais à cette période-là, c'est l'avènement du dancehall antillais, surtout en France, au niveau des concerts, des dates et tout. Et Olivier même, qui est manager, qui est dans ce milieu, et lui-même, il faisait quoi? Il s'occupait d'un backing band, il rencontrait pas mal d'artistes et tout. Et du coup, d'une discussion, quand un artiste dit que ouais, là, je prépare mon projet, je cherche un réalisateur, voilà, il peut facilement me proposer ou montrer mon travail. Et donc, de par l'entourage d'Olivier et de par l'entourage des musiciens que je fréquentais, c'est comme ça que j'ai rencontré pas mal d'artistes et que j'ai pu montrer mon travail. En fait, c'est mon travail qui parlait pour moi. Chaque clip a mené à un autre client, en fait. Et moi, j'ai commencé à t'identifier, en tout cas à ce moment-là, je pense avec l'équipe de Pompis, mais j'ai aussi commencé à suivre cette partie plus underground et je sentais une volonté de participer au développement des artistes guyanais. Comment toi, tu as réfléchi ça? Est-ce que c'était bien ça? Je pense à un moment, je crois que c'était BHP Productions. Ouais. Là, j'ai kiffé beaucoup cette période-là et l'énergie qu'il y avait avec les différents artistes et tout. Notamment Toulon Nuka Work. Pour moi, c'est classique, en tout cas. Une longue histoire, ce morceau. Morceau guyanais. Est-ce que tu peux nous parler de ta démarche à ce moment-là? Ma démarche, c'est sûr que moi, comme tu as dit, je suis guyanais. Et quand on est de Guyane, des fois, on se sent un petit peu éloigné. On se sent un petit peu pas très cité, pas très dédicacé des fois. Et du coup, j'étais, oui, dans la volonté de faire monter les artistes qui sont du pays, en essayant de donner un bon visuel. Et ça fait partie de mon ADN, quoi. C'est-à-dire que c'était naturel
de me dire que ouais, je vais faire des clips avec des gens que je connais déjà, qui se trouvent au pays. Et donc ça, c'est venu naturellement. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mais c'était aussi un peu de la production? Tu étais vraiment associé avec eux ou tu faisais vraiment que les visuels? Non, je faisais que le visuel. D'accord. Je faisais que le visuel. Et après, pour tous les autres artistes, ben, on va dire que tu dis underground, mais en fait, le mouvement était en train de se construire, en fait. Parce que j'ai fait des clips de Chris quand même, à un moment où il était là, il était signé et tout. Mais je veux dire par là, on était en train de construire, c'était le seul, tu vois. Et même les Psych, les Admiral, déjà Admiral était déjà d'un certain niveau, mais tout ça, c'était nouveau. On vivait encore des choses qui étaient... Aujourd'hui, quand on voit certains artistes faire des boîtes de nuit, des trucs comme ça, c'est cool, on trouve ça normal, mais quand même, à l'époque, c'était quelque chose de marquant. Donc du coup, je suis arrivé à un moment où, si tu veux, ouais, j'ai peut-être pas pris le pli du rap français, mais ça, je pense que c'est une histoire de connexion, et c'est aussi parce que moi, je faisais beaucoup d'allers-retours au pays. Donc du coup, ça a marqué ma différence par rapport à ça, quoi. Mais moi, je suis foncièrement rap, hip-hop, et si on m'avait proposé de faire des clips de rap, j'en ai fait, mais toujours, comme tu dis, underground au niveau rap français, mais pas des grosses têtes. Voilà. Et est-ce que tu peux parler du clip Too Long No Car Work, justement? Moi, j'ai vraiment trouvé incroyable à l'époque. Je crois me souvenir même, c'est Gato qui avait acheté, ou je sais pas comment ça s'est passé. Mais je vais te raconter l'histoire. Déjà, l'époque, comme tu as dit, de BHP, c'est que ça, c'est une époque où je suis revenu un petit peu à mes premiers amours. Comme tu dis, je rappais, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'étais capable de réunir des gens, réunir une équipe. Quand j'ai rencontré Mr. BHP, qui était un beatmaker et tout, j'ai halluciné sur ses instrus, il m'a montré qu'il a un studio, donc tout de suite je me suis dit, mais il faut faire ci, ça, comme ça et tout, allons organiser quelque chose, allons faire un label. Et puis après, il y a eu plusieurs artistes qui ont défilé, et Too Long No Car Work, bon, franchement, c'était un morceau qui était dans la continuité de tout ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire que tous les jours on était au studio, tous les jours il y avait des sons. Sur le morceau, il y a Valiente et RPI. RPI, c'était... Alors déjà, Valiente, on va travailler avec lui, mais RPI, c'était un rappeur guyanais, mais qui vivait en France. Donc il est venu de passage, on a fait le son. J'ai envie de dire, j'ai presque trouvé le refrain. Voilà. Mais après, le son, on l'a fait, on a clippé. Et l'histoire avec Gato, c'est que l'année d'après, il y a Gato qui est venu en Guyane faire un concert. Enfin, Booba est venu faire un concert. Il a amené Gato et tout. On a eu l'occasion de le rencontrer grâce à des amis qui l'accompagnaient, qui accompagnaient Booba et tout. Et je dis à Mr. BHP que Booba est de passage. C'est pas comme si on va pas donner un CD ou tenter de donner nos productions. Donc on l'a rencontré, on a donné le CD à DJ Medimed. Et puis, du coup, voilà, le concert s'est fait, tranquille, une bonne vibe. Et ce n'est que 6 mois plus tard, on reçoit un message de son ingénieur son qui était à Miami et qui nous dit « Ouais, est-ce que tu pouvais envoyer les pistes de tel morceau et tout ?» Donc, OK, on envoie les pistes. Mais on ne sait toujours pas c'était pourquoi. Gato nous avait déjà dit qu'il kiffait le morceau. Donc, on s'est dit que OK, c'est bon, Gato, il va poser dessus. Et ce n'est que quand il y a eu un teaser qui a été posté, je crois que c'est Chris McCarrick, puisque c'est lui qui a fait le clip. Ouais, il me semble que c'était Chris. Il a teasé un truc et on reconnaît l'instru. Et donc, du coup, on se dit, ah, OK, d'accord, en fait, les pistes qu'on a envoyées, l'instru qu'ils ont bien kiffé, qui était sur le morceau de Too Long No Car Work, en fait, c'est ce morceau-là qui kiffe. Et apparemment, il y a Booba qui va poser dessus. Et bon, bah écoute, on était contents. Et voilà. En termes de business, ça rapporte quelque chose, du coup? Il y a un achat, c'est des droits, ça se passe comment? Ouais, c'est plus des droits et tout. Donc, déjà, à l'époque, ça s'est venu après, quoi. Mais sur le coup, on pensait pas aux droits, au business, de payer. Non. Sûr. On était plutôt contents que des gens qui habitent à Cogno, Matoury, au fin fond de la Guyane, puissent travailler avec des gars comme ça, quoi. Donc, c'était surtout ça. Au premier, c'était pas bon, combien de points ils me donnent? Non. Et il y a aussi un truc que j'avais suivi du coup sur tes réseaux, je ne sais plus c'est exactement à quelle époque, mais il y avait aussi des block parties que tu organisais. Ouais. Et tu peux nous parler du coup de ça aussi? Ben, ça fait partie de l'attirail. C'est que moi, j'ai mon associé qui s'appelle Axel Sibrilus, qui est un designer, créateur de marque, et on a un amour du t-shirt. On a un amour de la création on des peut vêtements, des vêtements et tout. On aime bien s'habiller. Et du coup,
Ben, c'est venu naturellement, allons faire une block party, faire une journée du t-shirt, on fait nos propres t-shirts. Allons faire quelque chose qui n'a pas été fait, quoi. Et puis, voilà, on appelle des artistes et c'est vraiment naturel. C'est même pas dans l'idée de se dire, ah ouais, ça va marquer son temps. C'est que, allons faire quelque chose, vu qu'il n'y a pas grand-chose. Et vous en avez fait beaucoup, ça a duré un moment? On en a fait 3 et après, c'est devenu autre chose. Par exemple, Axel VXLC, lui, il fait plus des capsules de t-shirts. Moi, je fais des trucs de temps en temps et c'est pas dit qu'on va pas revenir dessus, quoi. Ok. Voilà. Tu me préciseras l'année. Ensuite, l'évolution de tes activités, c'est l'émission Setup News. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes sur Guyane la Première. Vous êtes sur les réseaux sociaux, donc les gens de partout vous suivent. Diffusé sur Guadeloupe Première aussi, Marseille Première. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler de ce projet? Comment tu arrives à faire ton émission, déjà à créer ton émission et ensuite à la placer sur les premières? Ben déjà, avant ça, avant que j'arrive à ça, il faut dire quand même que j'arrête de réaliser des clips. C'est-à-dire, si tu veux, mon dernier gros clip que j'ai réalisé, c'est pour Pompis, Ghetto Life. Okay. Et, magnifique. Voilà, ben, merci. Et du coup, moi, par contre, j'ai une formation de réalisateur, mais je ne suis pas un réalisateur qui a appris la caméra sur le tas, quoi. J'ai fait l'école de cinéma, aussi d'audiovisuel. Et donc là, on t'apprend à être réalisateur de reportages, de documentaires, à réaliser des émissions télé. Et chose que j'ai faite. Tu vois, j'ai fait pas mal d'émissions, les Miss Guyane, les grosses émissions quotidiennes et tout. Un côté production pure. Voilà, exactement, audiovisuel pur. Et donc, le fait de côtoyer ce monde-là te permet de côtoyer le directeur des programmes, tout ça. Ils sont toujours à la recherche de nouveaux programmes. Et moi, je suis toujours en train de chercher qu'est-ce qui manque à l'autre. Et donc, en 2018, voilà, je propose un concept qui va un petit peu ramener la jeunesse sur la chaîne, Guyane la Première, qui va parler d'eux parce que je trouve qu'en télé, on a un petit peu mis la musique urbaine un peu mise de côté. Et du coup, ça leur plaît parce que voilà, ils trouvent ça intéressant. Et surtout, cette idée vient de quoi? Ça vient du journal, le journal du rap, le JDR de Bouscapé, que je regardais avant, tout le temps et tout. Et pendant un moment, je me posais la question, mais pourquoi ils ne parlent pas de nous? On sort des clips tous les jours, il y a des calages, il y a ceci. Mais en fait, il ne faut pas attendre qu'ils parlent de toi. Fais ton truc, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, nous aussi, on va faire notre journal de l'actualité musicale. Au début, c'était très porté sur la Guyane, mais je me suis rendu compte que ailleurs, il n'y en avait pas non plus. Et comme nous, depuis la Guyane, on est capable d'écouter tel chanteur de Guadeloupe, ensuite on va écouter tel chanteur jamaïcain dancehall, on écoute du rap français, on a entendu le dernier morceau brésilien tel. En fait, on passe d'un son à l'autre normalement. Donc je me suis dit, on va faire en sorte de mélanger et faire aussi de rapporter un peu cette audience antillaise vers nous aussi. Ok. Voilà. Et ça fait combien de temps aujourd'hui? Au moins 4-5 ans? Donc ouais, on entame notre 6e année. Ok. Et donc, voilà, en 6 ans... Donc ça veut dire, ça prouve que c'est quelque chose qui fonctionne, puisque le directeur de l'antenne, tout ça, il s'est renouvelé chaque année. Ouais, voilà. Et c'est ça aussi qui fait qu'on est encore là. Parce que je ne vais pas dire qu'on est les premiers à parler de l'actualité de la musique de la Guyane et des Antilles. Il y en a eu des concepts d'émissions bien avant nous et tout. Mais après, on va dire au niveau du business plan, c'est un peu plus fiable parce que c'est France Télévisions. Bon, bien sûr, il y a des contraintes en termes de diffusion, on ne peut pas tout montrer, tu vois. J'ai même créé des petits pictos pour prévenir les gens que oui, dans ce clip-là, il y a des armes, ou là, c'est dénudé, là, il y a de la drogue, tu vois. Parce que on ne peut pas empêcher les gens de regarder. Mais moi, mon émission, elle est là pour te donner l'actu, te prévenir de ce qui se fait, de ce qui se dit. Et après ça, en principe, tu es censé aller sur les plateformes pour aller voir ou regarder, quoi. Et au final, du coup, dans tes activités, il y a une volonté de transmission, de pousser les artistes. Ouais. C'est quoi ton ambition, en fait? C'est quoi ce que tu kiffes, au final, dans tout ça, quoi? C'est au fur et à mesure des années qui passent. Ouais, je me rends compte que moi, je suis très, très équipe. Très... faut qu'on gagne la bague NBA, quoi. Tu vois? On est très... Chacun son poste. T'as marqué 13 points de rebond. J'ai fait tant de passes.
à la fin, on arrive en play-off. Et en play-off, il n'y a une seule équipe qui gagne les play-offs. Donc du coup, je suis très équipe, très collectif comme ça. Et je dis toujours que le travail en une équipe, c'est ça qui te fait avancer. C'est pas autre chose, quoi. Je confirme devant la caméra, on a toujours été... dès qu'on s'est connecté, tu as toujours fait des passes et tout ça. Ouais. Donc, big up, merci pour ça. Et voilà. Hein. Non, mais c'est ça, c'est l'esprit de... Je suis pas un haineux, tu vois, vraiment, toujours mettre les gens en avant, surtout les gens qui donnent, qui sont déterminés. Tu sais, à un moment donné, on pouvait critiquer des artistes, par exemple, ah ouais, il a mis des armes, il parle de ci, de ça, mais derrière ça, les gens ne voient pas le niveau artistique, l'investissement, le fait que des gens s'assoient pour réfléchir à faire un concept, et tout ça, tu te rends compte que en fait, c'est que de la musique, c'est que de l'artistique, et ça vaut le coup de mettre le travail des gens en avant. Après, j'ai ma propre sensibilité, mais ouais, pousser les gens, ça a toujours été un truc, au point même qu'à un moment donné, je me suis demandé, est-ce que je suis réalisateur ou producteur? Voilà. Et c'est quoi tes objectifs après? Est-ce qu'il y a d'autres émissions? Est-ce que tu as envie de pousser cet aspect d'audiovisuel? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui t'attire? Déjà, ça fait un moment que je fais ce métier-là. Ça fait 15 ans que je vis de ça. J'ai n'ai qu'un seul métier dans ma vie. Et donc, voilà, j'essaie de transmettre, de montrer que on peut vivre de l'audiovisuel, parce qu'à un moment donné, l'audiovisuel, c'était un petit peu comme la musique, on ne sait pas est-ce qu'on peut en vivre ou pas. Et j'ai pu le montrer, le démontrer. Mais moi, mon truc, ce qui me fait vivre et qui fait que je suis encore là, c'est que moi, j'ai envie de faire un long métrage. C'est ça. J'ai commencé par le cinéma, j'ai fait des courts-métrages, j'ai toujours l'idée d'en faire bientôt un prochain. Mais mon but ultime, c'est faire mon premier film, quoi. Après ça... je sais pas qu'est-ce qui viendra après. Donc, tant que j'ai pas fait ça, je peux pas te dire ouais, j'arrête ou machin. Je suis toujours dans cette quête. Et au niveau Setup News, ouais, c'est faire évoluer, pourquoi pas un festival. On me demande de faire des interviews un peu comme toi, parce que ça compte, les interviews. Le travail que tu fais, c'est indéniable, quoi, tu vois. Et des fois même, on peut découvrir une musique à travers une interview. Donc, ouais, décliner comme ça. Décliner en festival, ce serait bien, quoi. Comme ça, la boucle serait bouclée. Mais ouais, c'est plus dans cette idée-là. Ok. Préparer un film. Et pareil, on l'a évoqué, l'âge monte. Est-ce que toi, tu restes connecté, tu suis tout ce qui se passe? Est-ce que tu regardes les jeunes artistes, les jeunes tendances, ou tu es en mode en 99, c'était mieux, notre mixtape et tout? Moi, justement, moi, je suis connecté, et c'est ce qui est bien avec la culture hip-hop, c'est que c'est le renouvellement permanent. Et donc, je suis toujours resté sur cette même position-là. Je fais toujours les mêmes choses chaque matin. Je regarde tous les sites, tout ce qui est sorti, j'écoute de tout. Et en fait, j'ai toujours en image, moi, à l'âge de 14 ans, tout seul dans ma chambre, devant ma chaîne hi-fi, j'écoute des albums de rap américain, et je rentre dans leur imaginaire. Je suis à Compton, je suis en Jamaïque, et je pense comme lui, et du coup, cette façon de vivre la musique est toujours restée. Et c'est ce qui fait que, voilà, continuellement, j'écoute ce qui se fait. Peut-être qu'à un moment donné, je vais décrocher, je ne sais pas. Mais moi, toujours actif sur les nouvelles tendances. Voilà. Tu nous disais tout à l'heure que les Guyanais se sentaient coupés, pas cités, pas représentés. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? C'est dû à quoi, selon toi? Bon, déjà, je te parle d'une certaine époque. C'est comme si, voilà, aujourd'hui, pour un gars comme moi, c'était un moment hallucinant de savoir que, de nos jours, les gens qui tiennent le zouk sont Guyanais, quoi, genre Fanny G, Warren et tout. Avant, c'était pas commun. Et donc, c'est dû à quoi? Bon, sûrement l'éloignement, on est sur le continent, c'est dû à le nombre d'habitants qu'il y a en Guyane, qui fait qu'on n'est pas une communauté conséquente en France. Mais maintenant, on est un pays qui est beaucoup plus grand que beaucoup d'autres départements, j'aime bien le rappeler. Mais maintenant, notre population, voilà, on est à peine 300 000 sur un territoire voilà, grand comme le Portugal, et au moins. Et du coup, c'est ça, c'est un petit peu l'éloignement, mais quand même, il y a des individualités qui ont fait qu'on a commencé à parler de nous, que ce soit dans le sport, dans la musique,
J'ai envie de dire que voilà, Jaina King et Bambi, je t'ai cité Fanny, dans le football, des Malouda, des Bernard Lama ont pavé le chemin pour faire parler de la Guyane encore plus et pour qu'on puisse s'y intéresser. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux, on est beaucoup plus proche, tu vois. On se rend compte que voilà, on a plus ou moins les mêmes cultures, on aime les mêmes choses, ce qui fait que voilà, on passe d'une musique de Guyane aux Antilles facilement, et c'est un peu plus facile aujourd'hui pour exister, se faire entendre, mais il y a quand même du boulot à faire. Et puis en même temps, le système musical, on va dire, d'un artiste guyanais, c'est se faire connaître en Guyane, c'est sûr, mais se faire connaître aux Antilles est une étape importante pour pouvoir faire des dates et tout en France. Et après vient le marché français. Il y a une double isolation un peu. Ouais. Il y a par rapport aux Antilles et par rapport ensuite à la France. Mais oui, parce qu'en fait, nous, en termes de marché, les gens qui sont à même de comprendre une musique ou de comprendre nos projets, c'est d'abord les Antillais, parce qu'on est proches, tu vois, de par... moi, j'ai envie de te dire, je suis guyanais, mais mon père est martiniquais. Ma famille est arrivée en Guyane en 1901. Donc, mais on vient de Martinique de base. Donc du coup, j'ai des cousins en Martinique et tout. Et donc ça fait que ça tourne un peu plus et que de nos jours, voilà, on est un petit peu plus présent. Mais il y a un énorme travail à faire. Et c'est un petit peu ça le système. Ok. Et tu nous as dit aussi qu'en Guyane, c'était le pays de raga, de dancehall, ça vient de quoi, en fait, ces influences-là? Est-ce que c'est de Jamaïque? Est-ce que c'est les autres pays frontaliers? Comment ça fonctionne? Et qu'est-ce qui fait, à ton avis, cette couleur-là que le dancehall guyanais a? Déjà, j'ai envie de dire, c'est l'environnement. Voilà, le dancehall, il fait chaud, voilà. Donc déjà, c'est propice pour que cette musique-là existe. C'est la frontière avec le Suriname. D'accord. Voilà, qui reçoit des cassettes de Jamaïque, du Guyana. En fait, c'est le plateau des Guyanes. C'est-à-dire du Guyana au Suriname jusqu'à la Guyane française, la musique, elle traverse tout ça, quoi. D'accord. Et les Guyaniens sont connectés avec la Jamaïque comme jamais, et avec New York. Donc il y a toute une circulation de musique, de DJ, de cassettes, de sons. Et c'est ce qui fait que... Et après, ça a pris sur la Guyane plus qu'ailleurs, mais surtout sur un certain type de dancehall qui fait que, à ce jour, il y a encore des sound systems en Guyane, tous les week-ends, les DJ. Il n'y a pas... je veux dire que là, en ce moment, il y a un avènement du dancehall guyanais qui n'avait pas eu lieu auparavant, de mon époque, même si on était dedans, mais ce n'était pas notre tour. Mais au niveau de la base, de la culture, non, c'est ancré. Et puis surtout, il y a surtout les musiciens qui ont fait un gros travail qui fait que la musique reggae, il y a eu beaucoup de groupes de reggae, et tout ça se rassemble, en fait. C'est pour ça que c'est une terre propice au dancehall, au reggae. Ne serait-ce que cet été-là, il y a eu combien d'artistes? Je crois que c'est le département qui a eu le plus d'artistes jamaïcains pour les vacances. Oui, il y a eu un développement de l'aspect festival. L'aspect festival, il y a eu aussi même des concerts à part. Il y a eu Cranium qui était là, mais il n'était pas dans un festival, il est juste venu faire son concert. Mais voilà, cette année, en termes de festival, il y a carrément eu un festival dédié au dancehall. Donc c'est pour dire. Donc, voilà. C'est ton objectif de tous tes projets, en fait, ça commence à se concrétiser. Tu ressens ça? Je ressens qu'il y a beaucoup de gens qui s'organisent de plus en plus, quoi. Et ça se voit à travers les festivals, mais je ne veux pas dire que ça y est, on y est, non. Il y a beaucoup de travail, de structuration, parce qu'on en est encore au système des anciens. Tu vois, les anciens producteurs de zouk, c'était des gens qui avaient leur travail la semaine et qui faisaient la musique le week-end et qui investissaient leur argent dans leur propre musique. Là où, en France, le profil d'un producteur, c'est celui-là aussi, mais c'est celui aussi qui va chercher les subventions, qui connaît le rouage pour avoir des sous qui vont rentrer pour pouvoir produire. Et c'est cette partie-là qu'il faut qu'on travaille, en fait. Ok. Voilà. C'est intéressant pour terminer, je pense, pour structurer. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu aurais aimé rajouter dont on n'a pas parlé?
Rajouter, non, là, on a bien parlé. J'ai envie de remercier tout le monde, tous les gens avec qui je travaille et tout, parce que je passe pas souvent en interview. Et j'ai envie de dire aux gens de continuer à travailler, quoi. Moi, il y a une phrase que je dis souvent, c'est que c'est compliqué d'être titulaire le samedi si tu viens pas à l'entraînement pendant la semaine. Donc, allons continuer à travailler dur à l'entraînement pour que quand samedi arrive, on est titulaire. Ok. Voilà. Loso, merci. Merci à toi, franchement. À bientôt. Big up, bro. Yes.